Comment vous avez vécu la crise, qui est d'abord une crise médiatique, d'implant files sur les dispositifs médicaux? Est-ce que vous l'avez vécu à la fois comme une impression avec une petite ironie, soulagement, ou dans le fond se dire que là encore, il y avait toujours l'une des industries de santé qui étaient mises à mal par notamment nos confrères journalistes? Bon, merci de votre question. Je vous rappelle que le LEM, c'est 260 entreprises qui recherchent, produisent et commercialisent des médicaments. Bien entendu, nous sommes extrêmement attentifs à ce qui touche l'ensemble des industries de santé et en particulier ce qui peut toucher le dispositif médical. Je crois qu'il faut regarder les choses avec un peu de recul. Les processus de certification d'un côté des dispositifs qui sont extrêmement variés dans leur nature et ceux d'autorisation du médicament sont extrêmement différents. Donc ce sont des dossiers de nature extrêmement différents. Il y aura bien sûr des débats au Parlement prochainement sur le sujet et donc nous allons continuer à les regarder attentivement. Ne serait-il pas nécessaire de communiquer un petit peu plus peut-être sur la pertinence de l'industrie pharmaceutique sur le territoire national, parce qu'il n'y a pas que la question du pouvoir d'achat, il y a aussi la question de l'économie, de nos usines, de nos implantations et dans nos territoires. Est-ce que, justement, par rapport à ça, le LEM pourrait, être peut-être un peu plus offensif vis-à-vis des pouvoirs publics et des acteurs locaux et territoriaux sur cette dimension qui me paraît totalement indispensable, à savoir le maintien sur le territoire national d'un outil de production significatif à la fois d'accueil et de développement? Alors, vous me permettez de revenir sur l'importance qui est une politique volontariste qui permette le maintien, mais aussi le développement d'un outil performant et innovant de production. Je vous rappelle que sur les 98 700 emplois que nous comptons, il y en a plus de 44 000 qui sont liés au métier de la production, que nous avons sur le territoire français répartis dans les différentes régions, effectivement, plus de 440 usines, dont 270 qui font de la production, d'autres sont dans les activités de packaging ou de distribution. Donc effectivement un dispositif extrêmement enraciné dans les territoires. Ça nous donne une responsabilité, effectivement, de dialogue avec les acteurs régionaux qui existent, que ce soit avec les élus. Le LEM a entrepris depuis l'année dernière une ambitieuse opération de tournée dans les territoires. Je crois que c'est particulièrement important de nous rapprocher des acteurs sur le terrain. En ce qui concerne votre point sur la crise des Gilets jaunes, nous, bien sûr, au sein du conseil d'administration, nous avons suivi avec attention la situation, la mise en œuvre des mesures d'urgence économique et sociale en décembre par le gouvernement, et puis le lancement ce jour du grand débat. Grand débat où je pense qu'effectivement, comme le MEDEF l'a appelé hier de ses voeux, nous pouvons nous engager au sein des territoires dans ce grand débat en y contribuant. Bonjour, Esther Attias pour l'usine Nouvelle. Encore une question sur l'industrie. Vous semblez attribuer la responsabilité du désengagement des entreprises du territoire national au pouvoir public. Est-ce que c'est selon vous l'unique explication qui fait qu'en France, on perd des emplois au niveau de la production du médicament? Alors, je vous l'ai dit, l'emploi industriel est majeur, mais il est nécessaire d'avoir une politique partenariale, ambitieuse, d'attractivité, afin que les investissements, qui sont souvent des investissements internationaux, décidés par nos maisons mères,
viennent être localisés sur le territoire français. Et donc, c'est la conjonction de signaux forts comme ceux donnés lors du CSIS et qui vont pouvoir guider le choix des investissements par les industriels. Mais je voulais vous rappeler aussi que la dynamique du marché est capitale. Un marché qui stagne ou qui régresse parfois n'incite pas à l'investissement. Bonjour, Karen Lanchner, Le Figaro. J'avais 2 questions. La première, vous avez évoqué votre volonté de lancer un plan d'action contre les ruptures de médicaments. Est-ce que vous pouvez déjà en ébaucher quelques pistes? Et deuxième question, au sujet du décrochage industriel de la France sur la bioproduction, quelles sont selon vous les raisons qui l'expliquent? Merci. On peut commencer par la bioproduction. Hein. Je vous ai indiqué effectivement que l'Allemagne ou même le Royaume-Uni, en termes de bioproduction, étaient devant nous. En France, il y a 30 sites de bioproduction, dont 15 qui sont ouverts à des tiers, donc qui peuvent accueillir des productions pour les tiers. Ce qui est insuffisant, parce que la France a surtout une offre intéressante et utile pour les lots cliniques, mais elle n'est pas suffisamment équipée pour produire des lots de taille commerciale. Donc c'est sur ce point qu'il faut travailler, et c'est une des priorités du contrat stratégique de filière. Oui, et je réponds donc à votre deuxième point. Comment on en est arrivé à cet écart avec nos voisins européens? Alors, vous regardez l'Irlande. L'Irlande a mis en place ce qu'ils appellent le NIRBT, qui est une plateforme intégrée de formation, d'expérimentation, de développement et de production depuis la recherche à la bioproduction, donc quelque chose qu'ils ont mis en place depuis des années. La France a tardé à la reconversion de certains sites. Vous savez que pour passer à la production, soit on peut créer à la bioproduction, on peut créer un site de novo. C'est compliqué, c'est long, c'est cher. Ou on peut également, mais c'est également complexe, reconvertir un site existant vers la bioproduction. Non, je voulais répondre à Madame sur les ruptures. Alors, je vous ai donné quelques grandes lignes. Hein. C'est mieux circonscrire la nature des produits qui doivent être sécurisés. Aujourd'hui, on parle de médicaments d'intérêt thérapeutique majeur. Ils sont nombreux, peut-être trop nombreux. Il faut vraiment, c'est ce que nous proposons, nous concentrer sur la catégorie des produits qui ont une importance sanitaire ou stratégique majeure. Donc il y a un travail déjà de circonscrire la nature de ces produits. Et puis je vous l'ai dit, hein, il faut donc favoriser pour ces produits un certain nombre d'éléments qui vont permettre de réduire le risque d'approvisionnement, en partant donc de la sécurisation des stocks, de la localisation de leur production en Europe ou en France, jusqu'à la revue des conditions économiques parfois défavorables de leur exploitation sur le territoire français et de leur production. Bonjour. Une question sur la stérilisation des médicaments que vous avez rapidement abordé lors de vos vœux. Il est prévu dans la directive européenne une mise en place au 9 février. Je voulais savoir si cette date serait tenue et sinon, pourquoi? Écoutez, comme je vous l'ai dit, nous avons fait en sorte que ça soit le cas. Hein. Ça a demandé depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, un travail de réflexion, de conception, d'équipement, de tests, qui aujourd'hui est conclusif, c'est-à-dire que nous sommes capables, nous, entreprises du médicament,
de produire et de mettre dans le circuit de distribution donc des médicaments qui portent au sein du data matrix un numéro de série unique. Il faut que l'ensemble des acteurs de la chaîne, donc les grossistes, les pharmaciens et les hôpitaux, soient prêts pour cette date à faire en sorte qu'on puisse décommissionner une boîte avec son numéro de code attribué au niveau national et bien sûr que ceci puisse alimenter, c'est tout l'intérêt du dispositif de la sérialisation, une base de données européenne. Alors, tout le monde, c'est une obligation. Je rappelle que c'est l'obligation d'une directive européenne. Nous travaillons étroitement avec les différents acteurs, qu'il s'agisse du Conseil de l'ordre des pharmaciens, des hospitaliers, pour faire en sorte que ça soit le cas. Donc à mon tour, Alexis Dussol, donc j'ai deux questions à vous poser. La première concerne le PLFS, la loi de financement 2018, et notamment sur l'article 51, qui prévoit la possibilité d'expérimenter, vous le connaissez, notamment sur les produits de santé, des nouveaux modes de prise en charge dérogatoires au droit commun. Donc moi, j'ai l'occasion d'aller dans les régions, de voir un petit peu ce qui se fait, et j'ai pas eu écho aujourd'hui d'initiatives prises par telle ou telle entreprise du médicament, voilà, d'initiatives dans ce domaine. Donc je voudrais que vous nous éclairiez sur ce point. Et la deuxième question, il y a maintenant plusieurs mois, peut-être un an, vous avez été lancé en grande pompe un collectif des acteurs de santé qui était supposé à l'époque avoir des positions un peu communes lors de l'élaboration du projet de loi de financement de la sécurité sociale. Je ne sais pas si Philippe là hoche la tête, je ne sais pas si j'avais bien compris à l'époque, mais au moins vous pourrez nous dire où en est ce collectif et est-ce qu'il vit toujours. Bon, alors sur ce dernier point, donc je l'ai abordé dans mon propos. Le collectif avait été créé en prévision et dans la perspective des élections présidentielles de 2017. Nous prévoyons et nous proposons de le réactiver pour qu'avec d'autres acteurs de santé, nous puissions également faire des propositions dans le cadre de la transformation du système de santé qui s'engage. Voilà. Pour l'article 51, effectivement, c'est une opportunité d'expérimentation avec des financements, donc de nouvelles approches. A priori, à ma connaissance, il n'y a pas d'expérimentation effectivement qui soit initiée par une entreprise, mais nous encourageons à ce que les entreprises se joignent à certaines expérimentations sur en particulier des notions, je l'ai évoqué peut-être trop rapidement, de parcours de soins plus efficients. Je crois que tout l'enjeu est là, c'est comment est-ce que notre système de soins peut générer des gains d'efficience et comment ces gains peuvent être ensuite redistribués. Bonjour, ici à votre droite. Étienne Balmer de l'agence France Presse. J'avais trois petites questions. La première, pour revenir sur les gilets jaunes, est-ce qu'au niveau de l'industrie pharmaceutique, vous avez constaté certaines perturbations liées au mouvement, par exemple au niveau de la logistique ou de la production ou de l'arrivée de matières premières? Ensuite, sur votre plan d'action, pour revenir sur votre plan d'action concernant les pénuries, il y avait déjà un plan d'action qui avait été mis en place au temps du mandat de Madame Touraine. Donc, est-ce qu'il faut croire que celui-ci était inefficace ou pourquoi, en fait, en quoi celui-ci va permettre d'améliorer en fait ce plan d'action? Et est-ce que vous le faites un peu dans votre coin du côté du secteur de l'industrie du médicament ou est-ce que ça va être en concertation avec les agences, avec les autorités, avec l'État? Et une dernière petite question concernant le Brexit. Est-ce que vous pourriez nous préciser vraiment, nous donner des exemples concrets? Qu'est-ce qui se passerait en cas du scénario d'un no deal avec le Royaume-Uni? Vraiment des exemples concrets sur les taxes, par exemple, les droits de douane qui seraient imposés. Merci. Merci pour ces questions. Bon, en ce qui concerne les gilets jaunes,
Bercy, le ministère de l'économie et des finances, nous a demandé de suivre effectivement, spécifiquement, l'impact que pouvaient avoir les blocages routiers sur le transport et la logistique pour la production de nos médicaments. On a eu une centaine de signalements de difficultés, qu'il s'agisse donc d'emmener ou de distribuer les médicaments vers les officines ou d'approvisionner nos sites de production. Je tiens à vous signaler que la situation a été particulièrement critique sur l'île de la Réunion en décembre, où du fait de des blocages vraiment importants et majeurs, il y a eu là de vraies ruptures d'approvisionnement de produits importants. En ce qui concerne donc le plan d'action sur les ruptures, nous souhaitons améliorer l'existant. La loi de 2016 à laquelle vous faites référence a institué donc la notion de plan de gestion des pénuries qui permet effectivement d'informer et de mettre en œuvre un certain nombre de dispositions. Là, notre plan est beaucoup plus ambitieux. Il s'agit tout au long de la chaîne, donc depuis, encore une fois, les fournisseurs des principes actifs jusqu'à la distribution, d'identifier les différentes causes et d'y proposer des solutions à un niveau européen, puisque les problématiques sont souvent et se déroulent souvent à une échelle européenne. Donc il ne s'agit pas de remplacer, mais il s'agit donc de renforcer et d'élargir la perspective. Alors est-ce que nous ne faisons pas ça tout seul? Bien sûr, ce plan va être co-construit. Nous l'avons évoqué à plusieurs reprises, en particulier avec l'administration, la Direction générale de la santé et l'agence, la NSM. Et bien sûr, il sera proposé rapidement aux différents ministères concernés. Pour le Brexit, honnêtement, je ne peux pas faire de politique fiction, comme je vous le disais ce matin, dans des conditions quand même, là aussi, inédites d'un vote qui a été reporté à plusieurs reprises. Donc un manque de visibilité et de prévisibilité important sur le plan politique. Vous quantifier un scénario que serait une absence totale d'accord. Je vous rappelle qu'il y a une période transitoire qui va se mettre en place entre le 29 mars et donc la fin 2020, qui va permettre de prendre des mesures donc de prévention et d'anticipation pour que ces flux que je vous décrivais, importants par exemple entre la France, on est l'ordre de 3000 produits qui sont importés ou exportés entre le Royaume-Uni et la France, ce qui est très important. Je vous parle des marques de produits, ce qui fait beaucoup de boîtes qui transitent effectivement, donc avec aussi les risques douaniers entre le Royaume-Uni et l'Irlande, ce qui est un des sujets actuellement discutés au niveau du Parlement. Donc, on souhaite tous de nos voeux que tout se déroule donc dans des conditions les moins défavorables possibles. Ce que je voulais vous dire, c'est que pour mieux anticiper, nous avons créé au sein du conseil d'administration une task force qui est dédiée à ce sujet, qui est présidée donc par la dirigeante de GlaxoSmithKline, Joséphine Comisquet, qui se réunit dès demain. Et nous sommes en étroite liaison avec nos homologues anglais de l'EBPI, qui est le LEM anglais, et bien sûr avec notre organisation européenne, le FPIA, qui sont extrêmement vigilantes sur l'anticipation et les mesures à mettre en œuvre dans le cadre de l'absence d'accord et d'un scénario qu'on regretterait tous de hard Brexit. Bonjour Monsieur le Président. Par ici.
vous avez été un des principaux artisans du CSIS et vous êtes félicité, comme les autres, d'une évolution méthodologique notable qui est la constitution d'un comité de suivi de l'application du CSIS. Or, il me semble que depuis 6 mois, je pense que ce comité s'est réuni. On a entendu parler de rien. Est-ce que vous avez eu l'occasion de vous réunir? Est-ce que vous avez pu émettre une impatience légitime sur l'avancée ou non de certains chantiers? Et est-ce qu'il y aura bientôt un bilan ou en tous les cas une communication qui sera faite sur les travaux du CSIS? Et j'ai une deuxième petite sous-question. Vous avez évoqué effectivement la difficulté de constitution des corps pour les études cliniques en raison du principe du tirage au sort des CPP. Or, une proposition de loi MODEM a été votée au printemps dernier qui met en place un tirage au sort dit intelligent. Alors, je ne sais pas, peut-être que la mesure n'est pas passée au Sénat, je ne sais pas où on en est. Mais est-ce que ça veut dire que ce problème est derrière nous maintenant? Oui, alors sur ce dernier point, je suis peut-être passé trop vite, mais oui, je vous rassure, le Sénat a voté conforme et donc ça a été approuvé par le Parlement. Donc le tirage au sort va se faire au sein des CPP experts dans les domaines de l'étude clinique dont on parle. Donc c'est une excellente nouvelle. Pardon ? Ben, comme d'habitude, on attend la publication d'un décret, mais le Parlement a voté conforme et ça a été extrêmement rapide. Avant l'été pour l'Assemblée nationale et dès la rentrée pour le Sénat. Voilà. Oui, alors, bon, je vous disais, d'abord, premièrement, c'est effectivement une nouvelle importante puisque j'ai été co-secrétaire des 5 derniers CSIS et c'est la première fois qu'il y a une structure dédiée au suivi des mesures décidées, pilotée à haut niveau, rattachée au Premier ministre, avec laquelle nous interagissons régulièrement puisque pas plus tard qu'hier, nous faisions un point avec Philippe Lamoureux sur l'avancement des différentes mesures et puis, bien sûr, nous sommes en contact aussi directement avec le cabinet du Premier ministre sur les sujets clés que je vous ai mentionnés dans mon intervention. Donc c'est important, ça fonctionne. Aujourd'hui, on aimerait que ça aille plus vite, bien sûr. Hein. Je pense que je vous ai fait part ou je vous ai transmis une certaine impatience. Je prends l'exemple de la réforme des critères d'évaluation de la commission de transparence. Les travaux devaient être engagés avant la fin de 2018. On nous annonce prochainement, dans les semaines qui viennent, une réunion à ce sujet. Donc il y a un peu de retard à l'allumage. Néanmoins, on peut le rattraper s'il y a une volonté des acteurs d'aboutir. Sur ce sujet, le LEM et ses équipes ont préparé des propositions. Donc nous espérons pouvoir tenir l'engagement qui était que c'est, en ce qui concerne la valeur thérapeutique ajoutée, le critère unique d'évaluation, les recommandations puissent être disponibles au début du 2e trimestre de cette année et puissent être intégrées dans la loi de financement de 2020. Ça serait un point extrêmement important en termes de succès et de suivi des décisions du CSIS. Bonjour, je suis Sylvie Latiol de la revue Industrie Pharma. J'avais une question sur la production de médicaments chimiques. Vous avez dit qu'elle était trop mature, mais est-ce que vous pensiez plutôt dans votre explication à la matière active ou alors aux façonniers, formulateurs? Et comment pourrait-il se sortir de cette situation? Est-ce que c'est une responsabilité commerciale de chaque entreprise à trouver des médicaments plus innovants ou alors est-ce qu'on peut envisager un accompagnement collectif? Alors, je vous ai dit, j'ai bien précisé que la production des produits chimiques, c'est 80% hein, donc, des sites industriels français. Elle n'était pas trop mature, elle est destinée à la production des produits matures ou établis.
Alors, ces produits sont essentiels dans la prise en charge d'un certain nombre de pathologies, de maladies chroniques en particulier. Ce qui est problématique, c'est qu'il y a souvent, que ce soit dans les appels d'offres, que ce soit à cause des baisses de prix répétées qui touchent cette catégorie de produits, des conditions économiques d'exploitation qui sont défavorables. Alors c'est un des sujets importants dont nous discutons avec le CEPS dans le cadre de l'accord cadre. Il y a actuellement un article qui n'est pas appliqué de façon optimale, l'article 18, qui permet effectivement de prendre en compte un certain nombre d'investissements dans la tarification des produits. Voilà une mesure très concrète, mais nous allons en discuter avec le CEPS sur la façon d'amplifier, de mieux intégrer cette politique industrielle dans la réalité de la politique conventionnelle. Bonjour, Nicolas Boyon, groupe Profession Santé. Tu as parlé de... Pardon, Monsieur le Président. Vous avez parlé de trois principales actions. La première, c'est l'accès aux patients aux médicaments innovants. La deuxième, c'est l'attractivité. La troisième, c'est le renforcement de l'image du LEM. Alors, je voulais savoir si l'année dernière, vous avez fait une campagne qui avait fait beaucoup parler, avec un budget conséquent auprès du grand public, dans le métro, etc. Je voulais savoir si c'était une continuité cette année, que vous allez remettre de l'argent pour refaire une nouvelle campagne, ou vous alliez changer votre fusil d'épaule et faire des actions plus ciblées, entre autres. Merci Nicolas. Non, mais c'est une question importante parce que effectivement, la restauration de cette image et de la réputation est une priorité. Et ça ne peut se faire que dans la continuité. On ne peut pas faire des coups. Alors on n'a pas fait une campagne, on en a fait deux, en 2017 et en 2018, avec donc des post-tests satisfaisants. Donc la logique est de continuer. Je vous rappelle que c'est une campagne européenne qui a été conçue initialement sans répit. La maladie ne dort pas, nous non plus. Par nos collègues de la Fédération européenne du médicament, le FPIA, que nous avons adapté à la France. Donc nous allons réfléchir avec le conseil d'administration du LEM au renouvellement et aux modalités de renouvellement de cette campagne. Ça n'est pas encore décidé à ce jour, mais il faut que ça soit accompagné d'un ensemble d'actions. Je vous ai parlé de Pharmacité. Qu'est-ce qu'on va faire de Pharmacité? Est-ce qu'on en fait une marque? Est-ce qu'on fait des événements réguliers, de plus petite taille, très ciblés dans les territoires? Je vous parlais tout à l'heure de nos rencontres dans les territoires. Ça pourrait être une déclinaison du Grand Pharmacité qui s'est déroulé le 14 septembre dernier. Et puis, je crois aussi que toutes les activités de nature RSE doivent contribuer plus à l'image et à la réputation. Je pense là, par exemple, merci, vous avez sans doute pour certains d'entre vous vu le visuel de la carte de vœux du LEM qui reprend les activités de Tulip, cette association qui produit des cantines avec des produits de première nécessité pour des ONG qui travaillent sur le terrain auprès des populations en difficulté, que ce soit dans des cas d'urgence ou des cas après des conflits. Tulip, nos activités de recyclage des déchets, que ça concerne donc les médicaments non utilisés, Cyclamed, ou d'Astri avec nos collègues du SNITEM pour les médicaments à risque infectieux. Voilà, donc c'est un ensemble d'activités qu'il faudra discuter avec la commission communication du LEM et décider rapidement avec le conseil d'administration. Je peux vous faire une confidence, Nicolas, et puis à l'ensemble des personnes qui sont ici. Nous avons fait un séminaire de réflexion donc fin décembre du conseil d'administration.
Et le domaine de la réputation a été jugé effectivement totalement prioritaire. Oui, bonjour, Gilles Nussendon, Décision Santé. Je suis là. Voilà. Je voudrais revenir un tout petit peu sur la question de l'emploi. Après un mois de décision un petit peu difficile sur le front de l'emploi, quelles sont les perspectives pour 2019? Sont-elles meilleures? Y a-t-il une programmation de PSE ou pas? Alors, il est trop tôt pour parler de 2019 parce qu'on n'a pas encore les données consolidées de 2018. Donc, on les aura prochainement. Les chiffres que je vous ai donnés, 98 700, dont plus de 44 000 dans le secteur de la production, environ 13 000 dans la recherche. Ce sont des chiffres du bilan emploi de 2017. Hein. Et donc, après, il y a des flux, bien sûr, de recrutement, avec des CDI, avec des CDD et des flux de départ. Bon, pour l'instant, on est sur une dynamique plutôt stable, hein, mais on reviendra vers vous avec des éléments consolidés de 2018 et des perspectives pour 2017. Bonjour, Irène Lopez pour le média Pharma Radio. Est-ce que 2019 va enfin être l'année de davantage de dialogue entre l'industrie pharma et les pharmaciens? Je pense par exemple aux ruptures d'approvisionnement, vous en avez déjà dit un mot, mais je pense aussi aux biosimilaires qui arrivent à l'officine et pour lesquels les pharmaciens ont besoin de formation et de connaissances. Alors je vous ai dit de façon un peu répétitive pendant mon discours que j'étais fortement convaincu de la nécessité du dialogue avec nos parties prenantes, et je vous ai cité en particulier, j'ai souligné les professionnels de santé et les patients. Dans les professionnels de santé, il y a bien entendu les pharmaciens. Je n'ai pas l'impression ni le sentiment que le dialogue ait été interrompu à quelque moment que ce soit, quelle que soit la nature des sujets. On parlait tout à l'heure de la sérialisation, des ruptures. Nous avons multiples sujets donc d'échange, et le dialogue est de bonne qualité avec les professionnels de santé en général et les pharmaciens en particulier, qu'il s'agisse du Conseil de l'ordre ou des syndicats d'officinaux. Bonjour, Anne-Laure Mercier pour Mindels. Vous aviez proposé lors de votre campagne la création d'une académie, d'une instance qui suivrait tout ce qui touche à l'innovation numérique dans le secteur. Est-ce que c'est toujours au programme? Et si oui, quelle forme cela prendrait? Merci. Allez, merci de votre question. Vous avez été sensible certainement au fait que j'ai cité à plusieurs reprises l'intelligence artificielle et ses applications en santé qui vont depuis la recherche la plus fondamentale à l'utilisation de certains produits. Donc il est absolument indispensable de faire en sorte que nos entreprises, leurs collaboratrices et leurs collaborateurs aient tous les éléments de formation, d'expertise sur ces sujets qui vont profondément bouleverser leur métier. C'est un sujet important. On a un groupe e-santé au sein du LEM qui réfléchit aux priorités que nous devons mettre en œuvre dans le domaine très large de la e-santé. Et puis, pour répondre précisément à votre point, dans les jours et semaines qui viennent, je vais rencontrer un certain nombre d'acteurs qui souhaiteraient nous rejoindre pour mettre en œuvre cette Académie de l'innovation numérique en santé. Alors, on me fait des signes. Dernière question. C'est pas... On en est où des réformes internes au sein du syndicat que vous aviez avancé dans le courant de la campagne? On avance, donc vous nous avez dit que vous avez fait le séminaire. Ça s'est bien passé, une bonne ambiance. Merci, et après merci Olivier. Donc,
ne sais pas si on peut parler de réforme, hein. C'est logique que... Tout d'abord, ce que je voudrais vous rappeler, c'est qu'à mon arrivée, j'ai rencontré l'ensemble des collaboratrices et des collaborateurs du LEM. Je les ai vus aussi par direction et on a échangé sur leurs priorités. Le 11 décembre dernier, nous avons passé une journée de réflexion stratégique qui est un point de départ avec le conseil d'administration pour repréciser nos priorités qui sont celles que je viens de vous développer aujourd'hui lors de ces vœux, et pour réfléchir ensemble à l'optimisation, il ne s'agit pas d'une réforme ou d'une révolution, de la gouvernance et de l'offre de services du LEM. Donc le point de départ était le 11 décembre et actuellement on passe à la phase de mise en œuvre. Alors je ne voudrais pas qu'on esquive ce sujet qui est important, qui est le sujet de la présence ou de la représentation des femmes au conseil d'administration et au bureau. Je regrette certains départs récents du conseil d'administration. Je souhaite que ces postes puissent être remplacés par des femmes. Vous savez que, en tant que président du conseil d'administration, j'ai la faculté de proposer 2 postes de personnalité qualifiée et je me suis engagé à ce que ça soit effectivement à compétences et parcours professionnels égales attribués à des femmes. Donc, sujet important de préoccupation et d'attention en ce qui me concerne. Je vous rappelle que, encore je reviens aux chiffres, hein, ils sont têtus. Bon, dans notre secteur d'activité, sur les 98 700 collaboratrices et collaborateurs, il y a 57% de femmes. Mais on ne peut que regretter le constat qu'il n'y a encore pas assez de femmes qui accèdent, mais ce n'est pas spécifique à notre secteur d'activité, au poste de direction générale. Bon, je crois qu'il est temps de conclure. Je vous remercie toutes et tous de votre participation et vous souhaite à nouveau une excellente année 2019. Merci.